Merci d'être présent pour ce webinaire dans le cadre du prix du roman Sésame 2026. Nous avons la chance d'accueillir Sacha Bertrand pour son ouvrage 11h02, Le vent se lève. J'en profite aussi pour remercier Jennifer qui est dans les coulisses, que vous ne verrez pas et qui veille à ce que tout se passe bien et tout va bien se passer. Donc bonjour Sacha. Bonjour. Alors, tout d'abord, on aime bien toujours, avant de connaître, pour connaître le parcours, avant l'écriture, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites? Mhm. Alors, moi, j'ai mon parcours scolaire, ça a été de faire les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts à Grenoble. Donc, j'ai fait un cursus littéraire et artistique avec une option art plastique. J'ai toujours été assez intéressé par la création. J'ai toujours ouais, dessiné, créé des choses. Même si j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup faire des rédactions quand j'étais au collège, mais j'ai pas eu une pratique de l'écriture tout au long de ma vie. Je me suis un peu arrêté d'écrire en arrivant au lycée et au début de mes années aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, je faisais plutôt de la photo et de la vidéo, un petit peu de dessin. Mais en tout cas, c'était des formes différentes de l'écriture. Mais par contre, au niveau de la thématique, j'étais déjà beaucoup sur un rapport au paysage. À Grenoble, du coup, il y a pas mal de massifs différents dans lesquels aller se balader aux alentours. Donc, c'était beaucoup des photos que je faisais en allant randonner, des photos d'animaux, de paysages. Et puis, j'ai fait une année de césure entre ma troisième et ma quatrième année où je devais au départ aller voyager avec avec mes colocataires de l'époque en Europe. Et puis bon, finalement, on s'est disputé, rien ne s'est passé comme prévu et j'ai passé un an chez mes parents un peu tout seul à pas avoir grand-chose à faire finalement. Et il se trouve que, à force de m'ennuyer ou de pas savoir quoi faire, j'ai commencé à écrire un premier chapitre, puis un deuxième chapitre, puis un troisième chapitre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'envoyer à des copains par mail, histoire de me motiver à écrire la suite, d'avoir déjà quelques lecteurs qui me poussent à aller jusqu'au bout. Et puis, je suis allé jusqu'au bout et c'est ce qui s'est avéré être le premier jet de 11h02, Le vent se lève. Et j'avais vraiment pas prévu d'écrire un roman en me lançant là-dedans. Quand ça a été fini, vu la taille que ça faisait, je me suis rendu compte que c'était un roman et que j'avais pris un immense plaisir à le faire, surtout. Et donc, à partir de là, c'est vrai que moi, les beaux-arts m'avaient très vite fait comprendre que j'avais pas envie d'aller dans le milieu de l'art, que c'était pas un milieu qui m'intéressait plus que ça. Je trouvais ça très élitiste, assez compliqué de parler à un grand public à travers l'art contemporain. Et j'aimais pas trop non plus le côté se vendre en tant qu'artiste autant que son œuvre. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus confortable de se cacher derrière un roman. Bon, même si je me retrouve quand même à faire des rencontres et que j'en suis ravi. Mais il y a quand même le texte qui parle en premier lieu, qui parle en premier lieu. Et donc, à partir de là, je me suis dit que c'était ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Donc, j'ai fini mon cursus aux Beaux-Arts en intégrant un peu plus l'écriture dans ma pratique. J'ai envoyé le roman à tout un tas d'éditeurs à ce moment-là. Pas grand monde m'a répondu. Parcours classique pour un premier roman. Et puis du coup, j'ai continué à écrire après en sortant de l'école. Je me suis consacré à d'autres projets. J'ai trouvé un boulot dans la région où j'avais grandi, dans les Hautes-Alpes. Donc je bosse à mi-temps à la Cinémathèque de Montagne de Gap, qui est un lieu très agréable où travailler. Et où du coup, j'arrive à avoir un équilibre où je bosse 3 jours par semaine et où j'écris le reste du temps. Et donc j'ai renvoyé plus récemment le manuscrit que j'avais un peu mis au fond d'un tiroir de 11h02, Le vent se lève, à la maison d'édition Paulsen qui publiait pas encore de fiction à l'époque où j'avais écrit le premier jet. Et donc là, j'ai vu que la collection de la Grande Ourse qui publiait de la fiction existait et je leur ai envoyé et j'ai bien fait puisque l'éditrice m'a recontacté après coup. Combien y a-t-il eu de versions avant d'arriver à la version qu'on tient entre les mains? Beaucoup, beaucoup d'années déjà, et donc beaucoup de versions. Ouais, il y en a eu pas mal. Du coup, pour le coup, le premier jet, je l'avais écrit à peu près d'un coup en le retravaillant au fur et à mesure en un an. Et donc ça, c'était il y a à peu près, c'était il y a 8 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Donc j'avais 22 ans à l'époque, j'en ai 30 maintenant.
Et après, il y a eu encore énormément de réécriture quand j'ai été en contact avec les éditions Paulsen et avec leur éditrice Aurélie Charon. Parce qu'effectivement, bon, elle a été très transparente dès le début. Elle m'a dit qu'elle avait adoré mon écriture, notamment, qu'elle avait vraiment accroché aux petits aspects, à tout l'univers, mais que par contre l'histoire était à son avis un peu trop contemplative, elle manquait d'enjeux pour pouvoir être publiée telle quelle. Bon, effectivement, c'était un premier jet écrit par un jeune de 22 ans étudiant en art, donc vous pouvez vous imaginer que c'était un peu perché, un peu contemplatif. Donc effectivement, on a assez vite, enfin du coup, elle m'a tout de suite dit qu'il allait avoir un travail de réécriture à faire avant la publication. Et donc là, à partir de là, on s'est un petit peu échangé des idées avec l'éditrice pour développer, pour voir comment on pouvait injecter de la tension, rajouter un peu de rythme dans cette histoire. On a établi ensemble un plan. Donc ça, quand même, déjà, le fait d'avoir établi un plan avant de se relancer dans l'écriture, je pense que ça a évité quelques versions parce qu'il y avait quand même un déroulé. Le plan, pour le coup, a été révisé un certain nombre de fois et ça évite d'avoir à réécrire les chapitres en entier que de juste retravailler le plan. Mais même avec ça, je crois il y a eu 6 ou 7 versions différentes. Alors, plus ou moins complètes selon les versions. Mais c'est vrai que ça n'a pas été. On a mis du temps avant de trouver le bon ton quand même. Aussi parce qu'en fait, moi, ça a été quand même assez compliqué à gérer tout ça parce qu'en fait, il y avait d'un côté mon moi d'il y a 8 ans qui avait dit les choses qu'il avait à dire à cette époque-là. Mon moi actuel qui avait pas forcément les mêmes choses à dire qu'il y a 8 ans et qui avait aussi, ouais, qui était plus forcément d'accord avec tout ce qui était présent dans le livre. Et il y avait aussi les apports de l'éditrice qui connaissait son lectorat, qui a aussi son savoir-faire et qui avait forcément son point de vue sur le livre aussi. Et où donc, du coup, moi, j'ai dû un peu jongler avec tout ça. Je peux clairement dire que la pire version qui ait existé de toutes, c'est celle où on était dans un entre-trois entre toutes ces versions et où du coup là vraiment c'était ça allait nulle part enfin voilà c'était la pire de toutes et puis finalement on a réussi à trouver une direction dans laquelle je me reconnaissais bien aussi et puis du coup, on a fini par y arriver. Mais effectivement, ouais, ça a duré à peu près un an la période de retravail. Et c'était un an assez intense où, selon mon entourage, j'étais quand même un peu moins agréable qu'à l'ordinaire. Donc, donc, le début du roman va nous faire connaître Myriam. On a un court chapitre où on s'aperçoit, enfin un prologue, où on Mhm, s'aperçoit qu'elle a eu un homme dans sa vie. mhm. Est-ce que, et après, il est esquissé, est-ce que vous l'avez imaginé un peu plus ou pas du tout, c'est juste une ombre, une silhouette? C'est plutôt une ombre, une silhouette, effectivement, parce que pour le coup, en fait, tout ce passage où il y a cette préparation à la fin du monde de Myriam et de son compagnon, puis la solitude de Myriam et même le moment où elle va rencontrer Jonas. C'est des choses qui n'étaient pas du tout présentes dans mon premier jet, justement, où l'histoire commençait en fait, Jonas avait déjà ouais, 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça, et ça commençait directement dans le feu de l'action, entre guillemets. Et donc là, pour le coup, c'est l'éditrice qui m'a effectivement dit que, à son avis, ça valait le coup pour que le lecteur rentre un peu plus facilement dans l'histoire, qu'on ait accès au passé de Myriam et qui est la description de la rencontre entre Jonas et elle. Et donc, pour le coup, ça, c'est des choses que je suis un petit peu allé chercher après coup et que moi, je n'avais pas du tout en tête. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment mis tout ce que je savais. Et en l'occurrence, je pense que ça s'applique à tout le roman. Pour le coup, c'est un roman où ça m'arrive dans d'autres projets d'avoir les personnages qui vivent vraiment leur vie dans ma tête, qui font Mm. voilà, où je connais beaucoup plus de choses que ce que je mets dans le livre.
Là, en l'occurrence, toutes les zones de flou, toutes les inconnues, toutes les choses ambiguës, et ben, je vais peut-être décevoir certaines personnes selon les questions qui seront posées, mais j'ai vraiment pas la réponse à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pourrais pas dire, je pourrais pas dire quelle est la catastrophe qui a eu lieu précisément, et ça me va très bien de rester vague à ce niveau-là. J'ai pas non plus développé plus que ça le passé de Myriam ni de son compagnon. Mhm. Parce que je trouvais ça aussi, finalement, je trouvais ça bien d'en mettre un minimum juste pour suggérer au lecteur et que le lecteur ait aussi finalement bah, de le mettre en jeu dans un travail d'imagination et que chacun puisse aussi tirer ses propres conclusions et imaginer ce qu'il ou elle préfère de ces vides. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est des creux que j'ai laissés, toutes les choses absentes le sont de façon consciente et sans en avoir non plus la réponse et sans avoir envie de l'apporter plus que ça, parce que je trouve ça intéressant dans ces endroits-là que le lecteur aussi se fasse sa propre idée et mette un peu en branle sa propre imagination aussi. Donc là, comme on disait, donc après la fin de l'humanité, Myriam va se retrouver seule dans une cabane, perdue dans une montagne. Donc, Mhm. Myriam, c'est une femme de caractère, on va Pour le dire. moins. On va dire ça comme ça. Et c'est aussi une ancienne bibliothécaire. Tout Et à donc, fait. pour la survie, elle a aussi emmené dans sa cabane un certain nombre de romans, romans Mhm. de survie, d'aventure, etc. Effectivement. Alors du coup, ouais, bah, Myriam a préparé, avant d'être bibliothécaire, elle est bien survivaliste quand même. Donc elle a préparé sa survie au niveau physique avec tous les outils, le troupeau et toutes les techniques dont elle avait besoin pour ça. Mais elle a quand même pas négligé non plus la survie de l'esprit. Et donc elle a ramené toute une collection de livres dans la cabane pour bah, justement pour se prémunir de la solitude et pouvoir s'évader dans sa claustration, dans ce huis clos en plein air dans lequel elle se trouve finalement. Et donc, bah, moi, c'était très important pour moi qu'il y ait la littérature et bon, la création en général qui soit présente dans le roman, notamment parce que c'est quand même un texte qui est très critique vis-à-vis de l'humanité en général et qui est quand même assez pessimiste sur les façons en tout cas la façon dont le monde occidental et capitaliste traite le monde sauvage. Et j'avais quand même envie de ne pas opposer nature et culture d'un point de vue purement binaire et du coup de mettre en avant aussi les très belles choses que l'humanité a pu produire à travers bah, la création artistique, l'imagination et tout ça. Et effectivement, bah, cette bibliothèque, elle va se retrouver. Finalement, Myriam, ça va pas lui suffire parce qu'après 7 ans de solitude, évidemment, les livres, elle les a lus et relus et bon, ils lui apportent plus l'évasion qu'elle recherche. Mais par contre, ils vont être primordiaux dans l'éducation de Jonas, l'enfant sauvage qu'elle va rencontrer et dresser. Et pour moi, c'était vraiment très important d'avoir que Jonas, qui vient du sauvage, qui a un rapport très instinctif et presque sensuel au monde naturel, et aussi dans son éducation et dans son évolution, quelque chose qui lui soit apporté par l'imagination, par l'évasion à travers la littérature et du coup par la création humaine aussi. Et est-ce que vous avez pensé en même temps au livre que vous auriez emporté si jamais cela devait arriver? Ou est-ce que c'est les mêmes? Et alors, ce serait pas forcément les mêmes, à part Cent ans de solitude, parce que Cent ans de solitude, je pense que c'est quand même un très bon bouquin à lire en étant coincé pendant des années dans une cabane, parce que c'est tellement complexe que avant de remonter tout l'arbre généalogique de tout le monde, je pense qu'on peut y passer quelques années quand même. Là, les livres que j'ai choisis dans 11h02, c'était plus pour inscrire le roman dans une certaine tradition du roman d'aventure ou de découverte ou de voyage qui allait aussi finalement avec. J'ai aussi ajusté la liste quand j'ai su que j'étais publié chez Paulsen pour faire un peu des références et aller dans cette direction aussi en citant aussi des livres d'alpinisme et tout ça. Mais après, moi personnellement, qu'est-ce que j'amènerais peut-être l'art de la joie
de Goliardia Sapienza, qui est un très beau pavé qui occupe bien longtemps. Et ouais, je dirais des livres, plutôt des gros pavés qui tiennent pendant un bon bout de temps, qui sont bien complexes, qu'on peut relire plusieurs fois avant de les comprendre. Un peu des Dostoïevski, sans doute aussi, parce que jusqu'à maintenant, les Dostoïevski, j'adore le lire, mais alors je comprends pas la moitié des choses qui se passent, je confonds tous les personnages, et je trouve ça super, mais du coup, en étant isolé, ça me donnerait l'occasion de m'y pencher pendant un peu plus de temps pour comprendre la narration plus précisément, peut-être. Donc voilà, mais ce serait dur d'en choisir qu'un, en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, la première partie du roman, ça nous fait découvrir la vie solitaire de Myriam, ses rituels, sa survie. Et tous les chapitres de Myriam commencent par la même heure, 11h02. Tout à fait. Donc, ouais. Et pourquoi cet horaire? Est-ce que c'est un horaire qui représente quelque chose pour vous? Il y a un symbole? Ouais, j'ai pas choisi ça au hasard. C'est quelque chose qui est venu assez tard dans la construction du roman, finalement. Moi, dans mon premier jet, il y avait une idée de temps arrêté, mais qui était vague et enfin il y avait pas il y avait rien pour le symboliser en tout cas. Et donc ça, c'est venu dans la réécriture où ça semblait pertinent de venir le symboliser d'une manière un peu plus précise. Donc c'est là qu'est venue l'idée de cette horloge arrêtée sur 11h02. Et donc, j'ai choisi 11h02 parce que c'est l'heure à laquelle a explosé la bombe de Nagasaki. Il y a un livre photo qui s'appelle 11h02, qui fait référence à ce drame. Et donc, c'était un moyen pour moi, en fait, de suggérer que la catastrophe qui avait eu lieu avait une origine humaine, que ça pouvait pas être une origine naturelle. Et donc, en faisant référence à cette heure sombre de l'histoire de l'humanité, ça me permettait de suggérer qu'on était sur une catastrophe d'origine humaine. Voilà. Alors après, ça reste de la référence qu'on a ou qu'on n'a pas, et je pense pas que ça change grand-chose, mais ça vient de là en tout cas. Et puis après, finalement, dans la récurrence de 11h02 au début de chacun des chapitres du point de vue de Myriam est venue beaucoup plus tard, à partir du moment où on a trouvé le titre, en fait. Parce qu'on a mis beaucoup de temps avant de trouver le titre du roman. Moi, mon premier jet s'appelait Land, ça n'avait rien à voir. Et, euh, et donc, ça a été un processus laborieux avec mon éditrice où on s'est fait beaucoup d'allers-retours. Elle me proposait un titre, je lui disais non, je proposais un titre, elle me disait non. Ça a duré longtemps. Finalement, c'est la directrice de la maison d'édition qui a trouvé ce 11h02, Le vent se lève, où là, pour le coup, ça a mis tout le monde d'accord. Et à partir du moment où c'est devenu le titre, on s'est dit que ça valait le coup d'insister un peu plus sur ce 11h02 et de l'intégrer vraiment dans la narration. Et donc, c'est à partir de là qu'il s'est retrouvé au début de chacun des chapitres du point de vue de Myriam pour vraiment enfoncer le clou de ce temps arrêté dans lequel elle se trouve, effectivement. Et ça marche très bien, donc on est content d'avoir trouvé ça. Et pour développer un peu là-dessus, pour l'autre moitié du titre, parce que finalement, c'est deux Ouais. emprunts. 11h02, c'est l'heure de Nagasaki, et Le vent se lève, c'est un vers qui est emprunté à Paul Valéry, et qui a déjà été utilisé par Ken Loach pour un de ses films et aussi par Hayao Miyazaki pour un autre de ses films. Et donc là, l'idée, c'était d'opposer à ce chiffre très mathématique un morceau de phrase beaucoup plus poétique qui vienne un peu plus rappeler la poésie qu'il y a dans l'écriture et la sensibilité qu'on retrouve dans le livre également. Et donc, pareil, là, ça me faisait très plaisir de me placer dans cet héritage de Paul Valéry à Miyazaki, ça m'allait très bien également. Il y a aussi une menace extérieure qui revient régulièrement, donc que vous appelez la mer, Mm -hmm. avec, j'imagine, un petit jeu de mots que vous allez nous expliquer. Tout à fait. Oui, bah alors ça faisait partie des premiers. Ça a toujours été présent dans la narration pour le coup, et je pense que ça fait aussi partie des points qui ont intéressé mon éditrice, parce que pour le coup, la collection dans laquelle je suis publié, c'est vraiment des romans nature, et c'est pas si commun qu'il y ait un aspect de science-fiction dans un roman plutôt écologique, disons. Et donc effectivement, des vestiges de la civilisation
qui se trouve dans la vallée en dessous du massif où se trouve Myriam, remonte parfois une brume toxique qui efface toute la lumière et qui étouffe le vivant et dont elle doit se protéger en portant un masque à gaz et en se terrant dans sa cabane. Et donc, alors au départ, moi, j'avais appelé, j'avais le nom de vent mauvais. Et puis j'utilisais brume toxique, brouillard. Et puis pour le coup, bah, c'est un copain à moi, vraiment, en discutant avec lui, qui m'a dit mais l'amer, ce serait un super nom pour ta brume là. Donc je précise que Mm. j'écris amer en un seul mot, A-M-E-R. Euh, et effectivement, bah, quand il m'a dit ça, j'étais là, bah, mais merci Franck, c'est une super idée. Effectivement, ça va rentrer dans la narration. Donc pour le coup, ça, c'est pas de moi. Et, et donc je rends justice à mon ami qui a trouvé l'idée. Et effectivement, bah, ça colle très bien parce qu'il y a il y a le côté mer de nuages en fait qui colle avec la mer. Il y a le côté amertume vu que la brume est corrosive et toxique. Et puis, on a quand même une histoire d'emprise entre une femme et un enfant. Et donc, le fait que ça évoque aussi la mère comme maternelle, ça m'allait aussi très bien. Et après, pour ce qui est au-delà du nom, pour ce qui est des inspirations de la brume toxique, là, pour le coup, bah, je dois rendre à Grenoble ce qui appartient à Grenoble, encore une fois. Et donc, comme je le disais, c'est une ville qui est entourée de massifs, donc c'est super parce qu'on peut s'en échapper très vite. Mais sinon, c'est quand même une ville qui est enfoncée au fond d'une cuvette et qui est très industrielle. Et en fait, bah, en hiver, parfois, on passe des semaines avec le couvercle de nuages posé au-dessus de la cuvette. Et à moins de s'échapper dans les massifs environnants pour passer au-dessus et retrouver le soleil, eh ben, on ne le voit pas pendant de longues périodes parfois. Et donc c'est vrai que clairement, si j'avais pas passé plusieurs années dans cette ville à avoir envie de revoir le soleil en étant sous la chape de nuages, je pense que j'aurais pas eu l'idée de cette brume toxique qui plombe la vallée et qui va étouffer le massif quand le vent se lève. Oui, la brume toxique, c'est pareil, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, vous ne l'explicitez pas. Est-ce que vous l'aviez imaginé ou Non, pas, pas non, cause? non, non, puis je suis pas assez calé. Justement, là, pour le coup, c'est aussi les endroits où la fiction, c'est confortable parce que on peut faire un coup de bluff et dire il y a une brume toxique. Et on n'a pas fait de recherche scientifique en amont pour dire de quoi elle est composée, d'où elle vient, ce qu'il en est. Et j'avoue que ouais, j'en ai aucune idée, mais disons qu'il y a un certain imaginaire dans la cuvette Hmm. grenobloise avec beaucoup de pétrochimie, enfin d'industrie chimique qui sont en plus tout au bord du drac, qui parfois montent en crue. Et donc, du coup, tout ça, ça fait que ouais, c'était assez facile à imaginer sans connaître les détails. Voilà, donc disons un accident chimique quelconque. Et, et donc, à un moment du récit, Myriam va rencontrer un deuxième personnage, Mhm. donc un enfant sauvage, qu'elle appellera Jonas. Donc déjà, pourquoi Jonas? Pourquoi ce prénom? Et bah, les noms des deux personnages me sont vraiment, encore une fois, je vais peut-être décevoir des gens, mais alors, me sont vraiment apparus avec les personnages, sans du tout, ouais, sans vraiment pouvoir le justifier. On s'est posé la question avec mon éditrice de les changer pour éviter, parce que c'est des prénoms bibliques qui sont assez chargés. Euh, et c'est vrai que moi, je l'ai pas fait consciemment du tout. Mes parents sont plutôt athées. J'ai pas eu d'éducation religieuse bien poussée. Mais bon, on baigne tous dans le judéo-christianisme français. Donc, faut croire que au fond, j'ai dû être influencé quand même de manière inconsciente par l'histoire de ces personnages. Et puis finalement, je me suis amusé une fois que j'ai eu l'info et que je suis allé regarder un peu plus précisément quels étaient les parcours de ces personnages dans la Bible. Je me suis aussi amusé finalement à y faire un peu plus référence dans la narration
notamment en intégrant la lecture de Moby Dick chez Jonas pour faire un petit clin d'œil à la baleine qui a recraché son homonyme. Et donc voilà. Après, je pense aussi que ça m'allait bien que ce soit des prénoms qui soient un peu plus grands, enfin qui soient chargés d'histoire, en tout cas, enfin qui soient chargés de signification, parce que de toute façon, mes personnages portent un peu plus sur leurs épaules que ce qu'ils sont seulement, et ils viennent un peu agir aussi comme des figures ou comme des symboles. Myriam, d'un côté, de la d'une façon d'être au monde très, voire trop humaine, trop humaine, où elle va chercher à dominer, à coloniser, à contrôler tout ce qui l'entoure en reproduisant les erreurs du passé finalement. Et Jonas qui lui va avoir un rapport beaucoup plus sensible au paysage, beaucoup plus curieux et naïf. Et donc c'est vrai que c'est des personnages qui deviennent un peu des figures dans l'histoire. Et à ce niveau-là, du coup, je trouvais ça cohérent qu'ils aient des prénoms un peu plus grands qu'eux aussi, parce que finalement, ils portent beaucoup de choses sur leurs épaules en tant que personnages. Donc, Myriam va le dresser, le dompter. Quel terme vous employeriez? Oui, Comme clairement pas. l'éduquer, c'est pas. On va pas dire éduquer, hein. Non, non, Ouais, c'est trop hein. beau. Éduquer, je pense que dresser, c'est très bien. Ouais, 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 bah, elle le traite un peu comme un chien, finalement, surtout au Hmm. début. Puis après, l'emprise devient plus psychologique que physique, mais on est dans du dressage, et justement, ça m'intéressait qu'il y ait ce rapport où finalement, peut-être que ce serait moins choquant pour le lecteur si on avait un animal dans la même situation que si on avait un petit humain. Mais là, du fait que ce soit un humain, ça devient extrêmement problématique, effectivement. Hmm. Et donc, dans cette partie, vous avez une construction qui est très symétrique. Donc, un chapitre par personne, par personnage. Les chapitres pairs, c'est Myriam. Impair, c'est Jonas. Et vous conservez cette construction pour la troisième partie. Et Mm, c'est mm, seulement à partir de la quatrième, avec un événement extérieur, que vous avez bouleversé cela. mm, Donc, mm. c'était une construction déjà pensée bien en amont. Il y avait déjà les différents points de vue dans mon premier jet, mais on a retravaillé ça avec mon éditrice, notamment parce qu'on était à la première personne, à la fois du point de vue de Myriam et du point de vue de Jonas dans mon premier jet. Et en fait, ça faisait des voix qui étaient pas assez, qui se différenciaient pas assez l'une de l'autre au niveau de mon écriture, alors que les personnages étaient quand même très différents au niveau de leur psychologie. Et donc, c'est là que j'ai trouvé le subterfuge, entre guillemets, d'écrire les parties de Myriam à la troisième personne, parce que justement, en fait, on n'a pas accès à son intériorité, on n'a pas accès à ses sentiments, et elle vient représenter un petit peu cette pseudo-objectivité qu'elle pense représenter dans le monde. Et donc, ça me paraissait vraiment très cohérent d'écrire ce personnage à la troisième personne pour la mettre à distance du lecteur, justement, comme elle-même se met à distance du monde. Alors qu'en revanche, Jonas, ça me paraissait indispensable de l'écrire à la première personne parce qu'on est dans un rapport extrêmement, on est dans le ressenti le plus pur. Et là, pour le coup, je voulais que le lecteur se retrouve dans la tête de cet enfant sauvage et qu'il y ait une identification qui se fasse. Et en plus, vu qu'on parle d'une manière beaucoup plus sensible des choses, c'est plus facile, c'est plus simple de le faire à la première personne. Et donc, cette alternance, elle est venue à partir du moment où justement on a essayé de construire le plan et d'injecter de la tension dans la narration. C'est un très bon moyen, c'est une très bonne technique de narration, en fait, que d'alterner comme ça, d'autant plus sur des chapitres assez courts. Et techniquement, ça doit pousser le lecteur à tourner les pages de plus en plus vite et à pas avoir envie de lâcher le livre. Donc c'est aussi, ouais, pour le coup, c'est à la fois cohérent au niveau du propos et une technique de narration pour rendre le livre plus prenant. Alors, on a une petite question là, juste à propos. Est-ce qu'il y a un des points de vue que vous avez préféré adopter? Oh, celui de Jonas de très loin, hein. Oui, oui, je vais
je vais pas passer pour un psychopathe en disant que j'ai adoré écrire Myriam. Non, ça a été, j'en ai chié pour écrire Myriam. C'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Mon premier jet était quand même beaucoup plus doux au niveau du rapport entre les deux personnages. On avait un espèce de tout le monde apprenait l'un de l'autre et il y avait des choses, compliquées, il y avait des enjeux et tout ça, mais c'était quand même beaucoup plus doux. Bon, bah, on a décidé, pour rajouter de la tension dans l'histoire, on a décidé de mettre en opposition les personnages, ce qui est assez efficace pour le coup. Mais j'ai mis du temps avant de trouver une porte d'entrée justement pour écrire Myriam. Et j'ai beaucoup tâtonné avant d'arriver à me saisir du personnage et ça a été compliqué pendant longtemps parce que j'arrivais pas à avoir d'empathie pour elle et j'arrivais pas à la comprendre. Et du coup, bah, c'était compliqué de l'écrire, quoi. Donc ça a mis du temps, j'ai mis du temps à l'apprivoiser pour le coup, avant d'y arriver. Et c'est à partir du moment où je l'ai vraiment plus, où je l'ai vraiment plus vu comme une figure justement qui venait répéter les schémas destructeurs du monde dont elle était issue, que j'ai mieux réussi à la considérer et à l'écrire. Mais ça a été rude. J'imagine. Et donc, Jonas va petit à petit, quand même, grâce à Mariam, s'ouvrir donc à la littérature Tout à fait. et aussi à l'art. Il va dessiner ce qu'il lit dans la nature, découvrir des couleurs. Mm, mm. Il sera aussi accompagné par des amis imaginaires. Ouais, Alors, tout à ouais. fait. Donc, il y a Bah, Calamity Jane, Vendredi. mm. Ouais, Gaston qui fait référence à Gaston Rébuffat aussi, Ouais, voilà. un ami alpiniste, un de ses amis imaginaires alpinistes. Oui, bah du coup, bah c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça me paraissait vraiment important d'avoir dans l'éducation de Jonas cet apport de l'imaginaire. Et c'est aussi finalement ce qui va lui donner des envies de liberté et des envies de découverte du monde à travers l'imagination plus qu'à travers sa connaissance du territoire parce que finalement je pense que sans ça il se serait peut-être contenté de ce bout de terrain parce que justement il a une telle attention aux détails dans le monde naturel aussi que je pense qu'il peut explorer en profondeur un territoire très restreint sans s'en sentir frustré. Mais par contre, oui, j'avais envie que Jonas soit un personnage qui soit nourri par des histoires inventées et qui lui-même reproduise ça dans sa façon d'être. Donc il va faire ce qu'on appelle du land art, hein, finalement. Il va aller Mm. peindre avec des pigments naturels sur des cailloux, sur des troncs pour peupler le paysage de son imaginaire. Et puis, il va être accompagné par tout un tas d'amis imaginaires qui vont bah, déjà lui permettre d'échapper un peu à la fois à la solitude et à l'emprise de Myriam. Et qui vont aussi bah, lui finalement juste lui faire une compagnie quoi effectivement et justement je pense que ça c'est quelque chose de très formateur pour lui et c'était important pour moi que ça le soit pour qu'il puisse être un petit peu un espèce de pont entre nature et culture entre le sauvage et la civilisation et qu'on puisse avoir un mélange de tout ça et pas seulement des murs qui séparent les deux mondes. Donc, Jonas, lui, il a une grande envie d'évasion et Myriam va le contraindre au maximum à rester dans le territoire qu'elle-même a défini. Mm, Et mm, tant aussi bien qu'à un instant, j'ai cru que la mer pouvait être une invention de Myriam mm, pour mm. contraindre un peu plus Jonas. On pourrait y croire. Ça fait partie des suppositions que je trouve pas complètement hors sujet en soi. Je l'ai pas imaginé comme ça, Hmm. mais j'ai fait attention. Je pense techniquement, il y a rien qui contredit ce que vous venez me dire dans le livre. Et, euh, Bon. et je trouve ça intéressant qu'il puisse y avoir cette espèce de doute aussi quand même éventuellement à ce niveau-là.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, c'est ce que je voulais dire au niveau de Myriam, c'est que effectivement, elle refuse absolument que Jonas prenne son envol, parce que en fait, tous ses choix sont guidés par la peur. Et c'est ce que j'avais envie aussi de montrer avec le personnage de Myriam, c'est que, c'est que pour le coup, en fait, elle, il y a peu, enfin, il y a peut-être un fond d'amour pour Jonas, mais il y a surtout de la peur de la solitude et une dépendance à la présence de cet autre être, plus que de l'amour finalement. Et c'était aussi, moi, ça m'intéressait de dire ça aussi parce que dans le monde dans lequel on vit, où j'ai l'impression qu'on joue beaucoup sur nos sentiments de peur, c'était aussi un moyen de montrer que là, la totalité des décisions de Myriam sont guidées par la peur, et je pense qu'on se rend bien compte que du coup, elle prend pas les bonnes décisions, et qu'effectivement, la peur est bien mauvaise conseillère, et que en fait, si elle avait juste un peu plus confiance en Jonas, ça se passerait sans doute beaucoup mieux. Et donc, ils vont vivre leur vie. Et à un moment qu'on ne va pas dévoiler, parce qu'on ne sait pas si tout le monde a lu le roman, il va y avoir un événement qui va bousculer cet équilibre précaire. Mm, mm. Voilà. Et là, Myriam va prendre des décisions pour cela. C'est ça. Bah, c'est qu'il y a un moment, effectivement, vu qu'on est sans entrer dans les détails, vu qu'on est dans une narration qui était très, en fait, les choses se répètent beaucoup. Il fallait quand même qu'il y ait un moment où je boucle cette histoire, et donc qui est un élément qui permette un petit peu à tout ça de s'accélérer, et au personnage de se révéler aussi profondément, pour que, une fois acculés, ils prennent des décisions, et que les choses avancent. Mhm. Le lieu aussi, enfin, vous le décrivez, mais on ne sait pas si c'est une montagne réelle ou c'est votre Euh, imagination, le bah, résultat de vos balades. Bon, c'est beaucoup le résultat de mes balades. J'ai pas, je trouvais ça bien. J'avais pas envie de donner de nom, parce que je trouve ça super que des gens puissent s'imaginer différents paysages selon ce qu'ils connaissent, là où ils sont allés, les choses qu'ils peuvent avoir en tête. Moi, personnellement, je place ça vraiment dans le Vercors, où je me suis beaucoup baladé au-dessus de Grenoble. Et c'est vrai que c'est des grandes falaises calcaires qui tombent dans la cuvette grenobloise. Et donc, c'est vrai que moi, j'imagine vraiment les le massif du Vercors quand j'ai écrit le livre. Mais bon, c'est aussi influencé de tout un tas de montagnes que j'ai pu parcourir, que ce soit les Écrins, le Dévoluy, la Chartreuse aussi. Donc, bon, plutôt les Alpes dans l'ensemble, parce que c'est mon terrain de jeu et c'est le terrain que je connais. Mais plus particulièrement le Vercors. Mais ensuite, ça me va très bien que les gens s'imaginent d'autres montagnes. J'étais dans les Vosges, on m'a dit: Ah, j'ai vu les Vosges dans vos descriptions, c'est superbe. J'ai pas osé leur dire qu'elles étaient quand même un peu basses, les Vosges, pour mes descriptions, mais pas de problème. Si tout le monde s'y retrouve, c'est super. Ouais. Donc, très bien. Continuez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur le chat. J'en ai quelques-unes, donc on va commencer un petit peu à les donner, même les commentaires. Donc, bonjour Sacha, votre livre m'a capté, m'a apporté beaucoup de questions. Dans quel état d'esprit étiez-vous pour construire cette aventure? Dans quel état d'esprit? Anxieux, en premier lieu. Je pense vraiment que le point déclencheur pour écrire cette histoire, ça a été une certaine éco-anxiété et une certaine angoisse vis-à-vis de la manière dont nos sociétés actuelles se, se lavent les mains de la crise écologique en cours. Donc, je pense que ça a été avant tout un moyen d'exorciser un peu toutes ces réflexions. Euh, bon, quand même, sinon, quand j'écris, je suis heureux plutôt. Et c'est pour ça que j'écris. Je suis plutôt dans de bonnes dispositions quand je suis en train d'écrire un livre, parce que bah, j'aime bien faire ça. Je prends du plaisir
à tailler dans le roc mes petites phrases de dentelle, à passer du temps à déplacer des virgules, à changer des mots de sens et tout ça. Et donc disons que c'est né d'un sentiment d'angoisse et un besoin d'extérioriser des choses qui me questionnaient. Et puis en le faisant toujours avec une écriture qui réconforte et qui va chercher à amener aussi de la beauté dans les choses qui peuvent être dures également. Et donc je pense que ouais, c'était aussi donc c'était pour trouver du réconfort à une angoisse finalement. Alors là, il y a, c'est pas une question, mais c'est un commentaire, mais je pense que c'est intéressant de le lire. Donc, je Mhm. remercie Sacha Bertrand pour la sincérité avec laquelle il parle du processus de création. Cette collaboration avec son éditeur et ses premiers lecteurs est tout simplement magnifique. Ah bah, merci. Bah, effectivement, je trouve ça bien d'être transparent quand même parce que bah, je sais pas, moi, quand j'étais tout seul dans mon coin à écrire des livres et que je trouvais ça compliqué, je trouvais ça bien d'entendre des auteurs dire que bah, c'était normal d'en chier et d'être tout seul dans son coin parce qu'en fait, c'est quand même un peu un mythe, ce truc de on écrit un chef-d'œuvre d'un coup de génie sans l'aide de personne. Et moi, personnellement, je trouve ça hyper important d'avoir des points de vue extérieurs, parce que je trouve ça très dur de prendre du recul quand on est dans l'écriture d'un roman, parce qu'en fait, on a beau faire des plans, on a beau savoir où on va, on écrit toujours une phrase l'une après l'autre. Et donc, le fait d'avoir non seulement une éditrice, mais même au-delà de ça, des amis avec qui je peux discuter de ce que j'écris, je trouve ça vraiment hyper important. Et je trouve ça important de le dire aussi parce que en fait, il y a un moment, oui, certes, je passe beaucoup de temps tout seul devant mon ordinateur à écrire, mais je pense pas que j'y arriverais aussi bien s'il n'y avait pas aussi des apports extérieurs. Et je pense que c'est bien aussi de désacraliser un petit peu la place de l'auteur à ce niveau-là. Alors, j'ai aussi votre retour sur la difficulté d'écriture de la psychologie de Myriam me rassure. Super. Voilà. Donc, tout va bien. J'étais bien ravi de vous rassurer. Non, non, j'ai vraiment pas. C'était pas le kiff. Hein. C'était pas le kiff. Est-ce qu'il y a eu une autre fin qui a été envisagée à ce roman ou c'était d'emblée celle-ci? Oui, bah mon premier jet finit pas pareil, effectivement. Mais alors du coup, je vais pas en dire plus pour celles et ceux qui auraient pas lu la fin. Mais oui, en fait, ouais, il y aurait pu avoir une autre fin, mais il aurait Plus fallu que heureuse, plus happy end? Eh ben, bonne question. Franchement, je me demande. Je suis pas sûr finalement. Plus heureuse pour Myriam, mais peut-être pas pour Jonas. Voilà, on va dire ça comme ça. Une suite est-elle envisagée pour expliquer la disparition de l'homme de départ et le parcours seul de Jonas? Non, Non, pas du non. tout. Pour le coup, moi j'avais après avoir écrit mon premier jet, quelques années plus tard, vraiment sur un sans le voir venir, j'ai eu des petites nouvelles de mes personnages de cette histoire. Qui sont revenus me visiter dans ma tête et qui m'ont dit ah bah tiens si un jour tu as envie d'écrire une suite de ça il se passera ça. Je te dis oh, bah, très bien, je prends note. Et donc ça c'était entre le moment où j'avais pas été publié et le moment où j'ai rencontré mon éditrice. Et donc finalement en fait quand on a retravaillé l'histoire j'ai intégré beaucoup de cette suite dans la réécriture du roman. Et donc là, pour le coup, j'y ai mis tout ce que j'avais à y mettre et je considère que ça s'arrête là et je saurais pas dire. Je laisse aussi au lecteur le soin d'imaginer ce qui se passe ensuite. Parce que personnellement, j'en sais pas grand-chose. Et c'est vrai que, encore une fois, j'ai des personnages selon les histoires que j'écris qui vivent au-delà du cadre du roman. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu plusieurs phases d'écriture différentes, parce qu'il y a eu pas mal d'apports de l'éditrice aussi. Ils existent vraiment très peu en dehors du roman. Ils sont très précisément ce qu'ils Mm. sont dans le roman, mais au-delà de ça, ils font leur vie sans moi.
Alors, on nous demande si une adaptation en bande dessinée est envisagée ou sous Euh, un autre format. mm, mm. Non, pas que je sache. Ça marcherait très bien en bande dessinée, je Mm. pense. Moi, en premier lieu, de toute façon, j'ai vraiment des images qui me viennent dans la tête et tout le travail d'écriture, il consiste à transformer les images en phrases, quoi, finalement. Après, il se trouve que mon père est un réalisateur de films qui s'appelle Jean-Michel Bertrand, qui a réalisé Marche avec les loups, La vallée des loups, Vivre avec les loups, des documentaires un peu mis en scène sur le loup et sur le sauvage en général. Mhm. Ça fait un moment qu'il a envie d'aller vers la fiction au niveau de ses réalisations. Et j'ai l'impression qu'il est quand même très intéressé pour que là, il est en train de bosser sur un film documentaire en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a de grandes chances que son prochain projet puisse être une adaptation cinéma de 11h02. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas dit ça juste pour me faire plaisir, parce qu'il l'a dit plusieurs Mhm. fois avec pas mal de sérieux et devant son producteur. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose. Et c'est vrai que dans ce cas-là, moi, ça me ferait très plaisir que ce soit adapté par mon père. Et dans ce cas-là, je pense que j'aimerais bien aussi m'impliquer dans l'écriture du scénario Mhm. euh, Alors, pour avoir aussi mon implication dans cette affaire. mhm. Alors, Mais j'aimerais donc, beaucoup que ça se concrétise en tout cas, parce que c'est vrai que moi, j'ai des images très précises dans la tête et je pense que mon écriture est assez cinématographique mhm. de toute façon à ce niveau-là. Donc, donc, on imagine bien que votre prochain roman n'aura rien à voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous êtes en train de l'écrire, j'imagine? Oui, je suis en train de l'écrire. Ouais, bah, on en discutait un peu en off avant le webinaire. Là, effectivement, ça a été. Bah, du coup, j'ai eu d'autres projets euh, d'écriture entre le moment du premier jet de 11h02 et son moment de publication. Pour le coup, c'est des romans. Enfin, c'est un roman qui est très éloigné, qui est une histoire de colocation entre amis dans le futur, qui est entre la dystopie et le feel good voilà, bon, bref, un truc très éloigné. Donc, je pense que ce serait pas très malin de chercher à le sortir maintenant. Euh, donc du coup, je vais laisser ce projet de côté. J'y crois toujours et j'ai très envie de le publier, mais bon, je pense que je perdrais pas mal de lecteurs si je cherche à le publier tout de suite. Et donc je me suis plutôt posé la question de si j'avais de ce qui m'intéressait de raconter. Plutôt toujours dans un rapport au sauvage et plus précisément à la montagne en l'occurrence parce que c'est vraiment le territoire qui m'intéresse et que je connais le mieux. Et bon, bah ça va en fait, je manque pas d'inspiration, notamment aussi du fait que le premier G 11h02 date d'il y a 8 ans. Bah, j'ai pas mal de préoccupations actuelles que j'ai envie d'exprimer et qui sont pas présentes dans le texte. Et donc du coup, là, je suis en train de bosser à un deuxième roman, effectivement, qui se passerait plutôt dans le monde contemporain et plutôt au niveau des problématiques du fait qu'on continue à aménager, à industrialiser la montagne d'une manière sans trop remettre en question l'usage qu'on en fait, alors que c'est un territoire qui se transforme quand même à une vitesse grand V à cause du dérèglement climatique. Le fait qu'on organise les JO de 2030 dans les Alpes alors qu'on a quasiment plus de neige et qu'il y en aura bientôt plus du tout, qu'on construise de nouvelles infrastructures pour quelques années d'usage, ça me paraît vraiment assez dingue. Et dans tout ça, ce que je trouve assez fou, c'est que bah, l'imaginaire dominant de la montagne, ça reste cet imaginaire de station de ski, de consommation de la montagne finalement. Et donc, j'aimerais bien essayer de développer des histoires qui viennent mettre un autre imaginaire dans la montagne, qui soit plus un imaginaire d'espace de liberté, qui soit un peu en dehors justement de cette société de consommation et de contraintes qui est déjà quand même bon, bien présente autour de nous. Alors, si on peut s'en échapper en allant dans la montagne, je trouverais ça pas mal. Donc, ce serait plutôt sur ces problématiques-là.
Bah, écoutez, on a hâte de découvrir ce futur roman. Eh bien, voilà, donc on arrive au bout de ce webinaire. Il y a peut-être, oui, génial, je connais les podcasts de votre père, il nous Ah, bah, dit. très Bon, bien. Et ben voilà, comme ça, vous faites le lien entre le père et le fils. euh, très bien. On va remercier tous les présents à ce webinaire. Une Mm. nouvelle fois, merci. Ce Merci beaucoup. webinaire a été enregistré. Il y aura un replay bientôt sur YouTube, comme d'habitude. Et merci beaucoup, Sacha, pour cet entretien. Merci pour ce roman aussi. Merci. Bon vent pour la suite. Et puis, Bah, en à espérant bientôt. qu'il soit bon plus que mauvais, effectivement. Et merci pour la pertinence des questions et ravi de Merci. voir qu'il y avait autant de participants. Ouais. Merci aux participants qui ont posé les questions. Merci à Sacha d'y avoir répondu. Tout à Merci fait. Jennifer. Derrière, tout s'est très bien passé. Et donc, à bientôt tout le monde. Au revoir, merci pour tout. Au revoir.